Un Palestinien blesse un Israélien d'un coup de couteau à Jérusalem. C'était tout à l'heure. L'agresseur a été maîtrisé par le maire de Jérusalem et son garde du corps qui se trouvait à ce moment-là à proximité. Poursuite des discussions sur le nucléaire iranien à Genève. Kerry retrouve Zarif aujourd'hui. Zarif qui souhaite un accord global et non pas partiel dès à présent. Le sondage élection israélienne du 17 mars prochain, révélé par i24 News cette semaine, le Likoud accentue son avance avec 27 sièges contre 23 pour l'Union sioniste. Le centre gagne du terrain, notamment les listes Lapid et Kahlon. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. L'autorité palestinienne est-elle menacée d'effondrement? C'est en tout cas l'accusation clairement lancée aujourd'hui par Saeb Erekat, l'un des hauts responsables de l'autorité palestinienne à Ramallah, et la crainte exprimée cette semaine par John Kerry, le secrétaire d'État américain. Israël ne verse plus les taxes collectées pour le compte de l'État de l'autorité palestinienne depuis le mois de janvier, depuis que l'autorité palestinienne a décidé d'engager une procédure pour adhérer à la Cour de justice internationale. Tout cela remet donc sur le devant de la scène le dossier israélo-palestinien. On va en parler dans un instant. On ira également à Jérusalem pour retrouver nos envoyés spéciaux, car il y a eu tout à l'heure, donc je vous le disais, ce Palestinien qui a poignardé un Israélien. On retrouvera Léa Berdugo et Shai Ben Ari pour i24 News version anglophone. Et en studio, donc ici avec nous, ce soir, Amir Badran, bonsoir, avocat à Yafo, et bonsoir à vous Emmanuel Navon. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. If the Palestinian Authority ceases or were to cease security cooperation or even decide to disband as a result of their economic predicament, then we would be faced with yet another crisis that could also greatly impact the security of both Palestinians and Israelis. Alors, avant d'évoquer cette polémique liée donc à la situation de l'autorité palestinienne à Ramallah, on va se rendre à Jérusalem, je vous le disais, puisqu'il y a eu tout à l'heure donc cet Israélien blessé d'un coup de couteau. Léa Berdugo, bonsoir, vous êtes sur place. On en sait un peu plus à présent sur le détail de cette attaque et notamment sur les circonstances dans lesquelles l'agresseur a été arrêté. Oui, exactement. Alors nous nous trouvons ici à la frontière entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. Nous sommes à 20 mètres environ de la vieille ville de Jérusalem qui se situe derrière moi. Ici même, vous l'avez rappelé, un jeune Palestinien de 18 ans, originaire de Ramallah, a poignardé un ultra-orthodoxe de 27 ans. La victime a aussitôt été rapatriée à l'hôpital de Shaare Tzedek. Il est actuellement conscient et dans un état stable. Alors on en sait plus sur les circonstances de l'arrestation de ce Palestinien. En fait, l'autre nouvelle surprenante nous provient du maire de Jérusalem, Nir Barkat. Il était dans sa voiture avec deux de ses gardes du corps lorsqu'ils ont vu ce Palestinien armé d'un couteau dans la rue. Les trois sont alors sortis de leur voiture et deux gardes du corps ont littéralement sauté sur le Palestinien et l'ont neutralisé. En attendant les forces de police, je vous propose d'écouter le récit du maire de Jérusalem, Nir Barkat. J'étais au croisement, là où se trouve le véhicule rouge. On a vu l'incident à 7 ou 10 mètres de nous. On est sorti de la voiture avec le garde du corps quand on a vu un terroriste avec un couteau. Mon garde du corps a sorti son arme car on ne savait pas ce qui allait se passer. Et même s'il a jeté son couteau, les deux hommes lui ont sauté dessus et l'ont immobilisé au sol. Apparemment, il y avait un homme religieux blessé près de lui. On a regardé ses blessures, mais ça paraissait très léger.
Voilà, alors on vient de voir Nir Barkat, c'est intéressant parce que les images de vidéosurveillance, Léa Berdugo montre clairement qu'il est, avec sa chemise blanche, on va le voir sur les images, en train de se jeter, lui en premier d'ailleurs, sur l'agresseur pour le maîtriser après donc que ses gardes du corps les menaçaient. Ça c'est ce que montrent les images. Léa Berdugo, on va dire un mot tout en regardant donc de nouveau cette scène, c'est assez spectaculaire hein, puisque ça a été filmé donc par les caméras de vidéosurveillance de Jérusalem. On va dire un mot de ce qui est en train de se passer aussi à Ramallah, puisqu'il y a de nouveau une tension palpable entre donc Israël et les Palestiniens à propos de la situation financière de l'autorité palestinienne, alors qu'on revoit là justement l'image où Nir Barkat, avec sa chemise blanche, vous allez le voir, va eh bien, se jeter voilà, sur l'agresseur pour le maîtriser. Ça, c'est assez spectaculaire. Alors, Léa Berdugo, situation justement entre Ramallah et Jérusalem. Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui encore, Saeb Erekat, le chef des négociateurs palestiniens, a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël. Pour quelle raison? Eh bien, pour que l'État hébreu lui reverse les taxes qu'il prélève au nom de l'autorité palestinienne. Je vous rappelle que depuis 2 mois environ, Israël a stoppé le versement de ces taxes à l'autorité palestinienne, des taxes qui s'apparentent à plus de 120 millions de dollars par mois. Pourquoi? Eh bien, à cause de l'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. Alors Saeb Erekat l'a dit, l'autorité palestinienne est menacée d'asphyxie. Israël doit reverser ces taxes et il demande une aide de la communauté internationale afin que ces taxes soient reversées. Et au sein de l'autorité palestinienne, eh bien, on entend plusieurs voix qui menacent de suspendre les accords d'Oslo et de les annuler. Alors plusieurs sources nous disent certaines choses et d'autres nous disent le contraire. Selon certaines sources au sein de l'organisation de libération de la Palestine, eh bien, il y aurait plusieurs courants au sein de l'autorité palestinienne. Certains souhaiteraient une action maintenant pour faire pression sur Israël afin que ces taxes soient reversées à l'autorité palestinienne et d'autres seraient pour attendre après la date fatidique du 17 mars, c'est-à-dire les élections législatives israéliennes. Merci Léa Berdugo en direct de Jérusalem. Alors, Amir Badran, Emmanuel Navon, c'est vrai qu'on pensait que le dossier israélo-palestinien serait en retrait jusqu'au 17 mars. Là, il semble revenir, s'inviter peut-être dans cette campagne. C'est votre sentiment, Emmanuel Navon, avec cette polémique? Je n'ai jamais pensé que ce dossier allait être mis de côté. C'est un dossier central dans la vie On n'en parlait pas beaucoup. On en parlait tout de même. Je pense que les différents partis ont un programme, ou pensent avoir des programmes, ou proposent des programmes sur ce conflit plus de centenaire. Mais malheureusement, les événements ne cessent de remettre ce conflit sur la table avec cette dernière tentative d'assassinat qui a eu lieu à Jérusalem et qui est bien entendu liée au problème, à la question de ces taxes dont nous avons parlé. Puisque l'une des raisons pour laquelle Israël bloque pour l'instant ces taxes, c'est qu'effectivement ces taxes ont été agréées dans le cadre des accords de Paris qui avaient été signés après les accords d'Oslo. Accords qui ont été violés des millions de fois par l'autorité palestinienne. Lorsque l'OLP menace d'annuler les accords d'Oslo, ils ont été annulés de facto par leur violation incessante. Mais il faut bien comprendre aussi que cet attentat qui a eu lieu aujourd'hui est le résultat, entre autres, d'une incitation à la haine incessante dans les médias palestiniens qui est financée par ces mêmes sommes d'argent. Donc les deux sont liés. Et cet attentat tragique aujourd'hui ne fait que de nous le rappeler. Amir Badran? Je pense qu'on vient de voir des images très difficiles à voir et il faut comprendre d'où ça vient, alors que c'est très triste. Et il y a un rapport direct entre le sujet principal dont vous venez d'évoquer à propos des recettes fiscales palestiniennes que le gouvernement israélien doit verser et qu'il est en train de bloquer depuis 2 mois, et avec la situation dont on est en train de vivre tous les jours, et plus notamment ce qu'on a pu voir aujourd'hui tout à l'heure à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, il faut connaître la situation sociale et économique des Palestiniens pour comprendre l'impact que peut avoir un tel acte de bloquer cet argent-là, parce qu'en fait, il s'agit pas de l'argent du côté israélien que le côté israélien dit en tant que sanction, je ne veux pas les transmettre. Il s'agit de l'argent palestinien. Et le gouvernement israélien, il est en charge de les récolter. Et cet argent-là est obligatoirement, c'est de l'argent palestinien qui doit être versé au côté palestinien. Et ceci n'est pas fait régulièrement lorsque l'État d'Israël pense qu'il est temps de sanctionner le gouvernement palestinien et les peuples palestiniens. Notamment lorsqu'on parle de sanctions,
c'est complètement aberrant quand on écoute le prétexte évoqué par le gouvernement israélien en disant le gouvernement palestinien a fait une action juridique, il a intenté, il veut adhérer à la Cour pénale internationale parce qu'il croit vraiment qu'il y a eu des crimes de guerre qui ont été faits par le gouvernement israélien, par les soldats israéliens à Gaza et dans les territoires occupés. Et c'est pour cela qu'il saisit une cour internationale juridique. Il demande d'ouverture d'une enquête. Et pour cette action-là, il est puni, il est sanctionné par ses propres argents. Alors il faut comprendre que cet argent-là, cet argent de taxes palestiniennes, en fait il s'agit du budget du gouvernement des Palestiniens. Donc il faut comprendre qu'on est en train de parler d'une somme de 125 millions de dollars par mois qui doit être versée. Cette somme-là, en fait, elle est versée aux fonctionnaires palestiniens, que ce soit des policiers, des personnels médicaux, des professeurs, peu importe. Et c'est la seule source monétaire dont ils peuvent s'exprimer. Il faut comprendre que quand on parle de Gaza, par exemple, alors là, on est en train de parler des chiffres, pour vous faire comprendre les chiffres. Alors, à Gaza seul, il existe 70 000 Palestiniens qui sont encore, par exemple, des anciens policiers de l'autorité palestinienne et qui sont en fait financés mensuellement par ça. Cet argent-là qui est versé à ces 70 000 Palestiniens, en fait, est en train de nourrir plus de 500 000 Palestiniens à Gaza. On est en train de parler à peu près de la moitié de la population à Gaza qui est nourrie par cet argent-là. Et il faut comprendre que Gaza, il s'agit de la plus grande prison au monde, la plus grande prison ouverte au monde. Est-ce que Israël est en train de chercher l'effondrement de l'autorité palestinienne, comme l'a dit Erekat aujourd'hui? D'abord, parlons des chiffres, des faits et de la vérité. Okay. L'autorité palestinienne, le budget de l'autorité palestinienne, par rapport à ces taxes sont un pourcentage minime dans le budget de l'autorité palestinienne, qui touche, par exemple en 2013, qui a touché 2 milliards de dollars de donations internationales. C'est la somme. Je parle du budget, vous parlez du budget de l'autorité palestinienne. Le budget de l'autorité palestinienne est énorme. Les Palestiniens sont la population au monde qui touche le plus d'argent de donations au monde. 15 fois de plus que les Éthiopiens, par exemple, en pourcentage per capita. C'est pour ça qu'ils n'ont pas 15 fois de plus. 15 fois de plus. Non, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que cet argent, ces milliards de dollars, ces dizaines de milliards de dollars qu'ils ont versés chaque année par la communauté internationale, au lieu d'aller, contrairement à ce que vous dites, dans les infrastructures et dans les salaires, ils vont dans la poche des corrompus du Fatah qui s'achètent des villas et des Mercedes et qui font du business. Ils vont dans la poche du Hamas qui creuse des tunnels et qui achète des armes au lieu de construire des infrastructures et qui tire sur des civils israéliens et qui amène sur Gaza en moyenne une guerre tous les 2 ans, qui redétruit les infrastructures construites par la communauté internationale. Donc il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles et dire la vérité. La vérité, oui, c'est pour ça que je vous corrige, parce que vous prenez les gens pour des imbéciles, et que la vérité est que les Palestiniens touchent des milliards de dollars chaque année de la communauté internationale, comme je l'ai dit, 15 fois plus que la plupart des pays en développement, comme l'Éthiopie, les pays d'Afrique, qui eux luttent contre le terrorisme, alors que le Hamas est une organisation terroriste et que l'OLP est une organisation terroriste, et que lorsqu'ils viennent pleurer en disant « Ah oui, mais les taxes, qui sont un pourcentage minime de leur budget énorme, budget de gens corrompus qui s'en mettent plein la pêche, qui s'en mettent plein la poche », vous savez, lorsque Kerry dit quelque chose, vous l'inversez pour savoir quelle est la vérité. C'est pas compliqué. Donc, quand Kerry dit quelque chose, quand Kerry dit quelque chose, maintenant sur la situation de l'autorité palestinienne, si vous voulez parler de toutes les âneries de John Kerry, je suis prêt à faire toute une émission avec vous. Mais je dis que l'autorité palestinienne se moque du monde. Je dis que l'autorité palestinienne, quand vous voyez comment ils sont en train de négocier avec l'Iran, on peut se poser des questions. Mais quand l'autorité palestinienne menace soi-disant d'effondrement, alors qu'elle est pleine d'argent et que cet argent est corrompu, va dans la poche des corrompus du Fatah et est utilisé par le Hamas pour acheter des armes et pour creuser des tunnels, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Et n'oublions pas, dernier point, que l'autorité palestinienne ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes.
prendre cet argent, faire de l'incitation à la haine, faire du terrorisme. Je pense qu'il est temps justement de mettre les choses sur la table et avec la communauté internationale, dont l'Union européenne et les États-Unis, dire maintenant il faut des règles claires pour les transferts de ces sommes. Il n'est pas question que ces sommes continuent d'être utilisées pour faire du terrorisme et de l'incitation à la haine. Alors, il faut comprendre que quand on parle de l'argent ne finance pas uniquement la guerre. L'argent finance aussi la paix. Et il faut comprendre que sans l'argent, il n'y aura pas de la paix. Quand on fait passer un peuple entier en la famine, eh ben on peut pas être surpris quand on voit des images telles qu'on vient de voir aujourd'hui à Jérusalem. Il faut comprendre qu'une telle situation ne peut pas continuer. Et ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien depuis des mois et des mois et des années, c'est en fait d'ignorer la situation palestinienne, grave telle qu'elle soit, en essayant de la repousser sur l'ordre du jour, en disant voilà, il y a d'autres choses plus importantes, comme vient de le dire votre invité là. Il dit voilà, là on est très, très occupé par autre chose, on n'a pas le temps de parler de ce dossier là. J'ai pas dit ça du tout. Non, vous l'avez pas dit, moi je suis en train de le dire. Et là on n'a pas le temps de négocier avec ça parce qu'on a de choses beaucoup plus importantes à en parler. Par exemple, ce qui est en train de se passer à la maison du Premier ministre israélien Bibi Netanyahu concernant les bouteilles, le recyclage des bouteilles et l'argent qu'ils se sont en train de mettre en poche, ou avec les problèmes qu'ils ont avec celui qui est en train de mener la maison du Premier ministre. Je suis en train de dire que la situation palestinienne, le conflit israélo-palestinien n'est pas en train n'est pas sur une ligne de mire qui peut aboutir à une paix durable, à une paix juste. Ce qu'on est en train de voir, c'est que le côté israélien, une fois de plus, après ce qui s'est passé en juillet et en août 2014 avec la guerre sur Gaza, est en train, une fois de plus, de mettre de côté le dossier palestinien en faveur d'autres situations et d'autres questions, en disant à chaque fois, voilà, c'est la rhétorique qui est en train que votre invité redonne à chaque fois, c'est la cause des Palestiniens, c'est eux, ils se mettent plein la poche, c'est pour ça qu'ils n'ont pas des infrastructures, c'est pour ça que le peuple palestinien n'a pas de l'eau courante, c'est pour ça qu'il est en prison. Ils peuvent pas aller travailler nulle part parce qu'ils sont en fait dans la plus grande prison au monde. Ils peuvent même pas aller pêcher pour la mer parce qu'ils sont cerclés par 6 miles de mer où ils peuvent rien trouver. On a vu plusieurs fois récemment des pêcheurs palestiniens qui ont été tués par les forces de l'ordre israéliennes parce qu'on croyait qu'ils pêchaient du poisson. Parce qu'ils pêchaient des poissons, voilà. Exactement. Donc quand on pêche du poisson, on se fait tuer. Exactement. C'est pas moi qui le dis, c'est les sources juridiques et les sources d'informations qui le disent. Quelle source d'information? Alors, moi, je vous invite, apparemment, vous suivez pas les nouvelles. Je vous invite de suivre les nouvelles du mois dernier, à ce qui s'est passé à Gaza. Vous allez le trouver. Bon, alors je voudrais qu'on revienne d'abord en images sur les dernières déclarations notamment de Kerry et de Erekat sur donc cette pression à laquelle appellent les Palestiniens aujourd'hui pour la récolte de leurs taxes. C'est un sujet de Léa Berdugo. John Kerry tire la sonnette d'alarme. Pour le secrétaire d'État américain, l'autorité palestinienne est menacée d'asphyxie. L'une des raisons, Israël ne verse plus aux Palestiniens les taxes prélevées en leur nom, ce qui représente 100 millions de dollars par mois, une somme qui aide au paiement d'environ 140 000 fonctionnaires. Cette décision a été prise par le gouvernement israélien à la suite de la candidature de l'autorité palestinienne à la Cour pénale internationale. Si l'autorité palestinienne cessait ou devait cesser la coopération sécuritaire ou même décider de se dissoudre en raison de la situation économique, et cela pourrait se produire dans un proche avenir si elle ne reçoit pas des fonds, alors nous serions confrontés à une autre crise qui pourrait avoir un impact considérable sur la sécurité des Palestiniens et des Israéliens. Cela pourrait avoir de graves répercussions aussi dans la région.
Car la menace a été brandie de nombreuses fois. Il y a quelques jours, le chef des négociateurs, Saeb Erekat, a affirmé que l'autorité palestinienne pourrait annuler les accords d'Oslo et dans le même temps rompre les accords sécuritaires avec Israël. Ce texte, signé en 1993, prévoit un retrait d'Israël de certains territoires palestiniens. La responsabilité civile et sécuritaire de l'autorité palestinienne sur ces territoires est établie et la création d'une police palestinienne est également décidée. En 1994, dans le cadre des accords d'Oslo, a été signé un autre texte nommé le Protocole de Paris. Celui-ci régit les relations économiques entre Israël et l'autorité palestinienne. Il prévoit le prélèvement de taxes par Israël et leur reversement aux Palestiniens. Ces sommes aident au paiement des fonctionnaires. Les accords d'Oslo devaient théoriquement expirer 5 ans après leur signature en 1998 et devaient laisser la place à un accord de paix final, ce qui n'a pas été le cas. Pour certains membres de l'autorité palestinienne, dont Saeb Erekat, les Israéliens ont tenté de saboter les efforts de paix. Selon des sources palestiniennes, le comité central de l'OLP se réunira le 6 mars prochain. Objet de la réunion, l'annulation des accords d'Oslo. Alors, un mot d'abord, est-ce qu'on peut envisager, Emmanuel Navon, vraiment, de voir l'autorité palestinienne se dissoudre? Est-ce que ça pourrait être remplacé par une autre entité? Est-ce qu'il y a une solution envisagée dans ce cas? D'abord, une correction sur le reportage de Léa Berdugo. Les accords d'Oslo ne mentionnent pas un retrait d'Israël de territoire palestinien. Il ne s'agit pas de territoire palestinien, ils ne sont pas définis comme tels dans les accords d'Oslo. Je ferme la parenthèse. Sur cette menace de soi-disant dissoudre l'autorité palestinienne, c'est un bluff que les Palestiniens répètent plusieurs fois par an. Pourquoi est-ce que c'est un bluff? Parce que la direction du Fatah, de l'OLP, de Mahmoud Abbas et de son entourage touche des milliards de dollars chaque année. Ils financent un système corrompu qui les sert eux-mêmes et par conséquent, ils bénéficient de l'existence de l'autorité palestinienne. Lorsqu'il menace de dissoudre l'autorité palestinienne, c'est qu'il menace, entre guillemets, de se défaire de ces milliards de dollars qui touchent chaque année et qu'ils se partagent entre eux, entre leurs familles et entre leurs amis. Donc il faut quand même, encore une fois, pas prendre les gens pour des imbéciles avec ces menaces, puisque ce sont les principaux bénéficiaires du système corrompu que eux gèrent depuis plusieurs dizaines d'années. Dont Abbas bénéficie. Abbas, aujourd'hui, il bénéficie de tous les mondes. C'est-à-dire qu'il va à la Cour pénale internationale, il joue les victimes sur la scène internationale, mais c'est lui qui veut ce statu quo et qui veut survivre à la tête de cette autorité palestinienne. Et par conséquent, cette menace est une menace vide et il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'à votre avis, on peut envisager sérieusement une dissolution de l'autorité palestinienne à court terme? On peut envisager une asphyxion. Elle est complètement asphyxiée, comme il a été dit dans ce reportage, lorsque il n'y a pas d'autres sources financières pour l'État palestinien. L'État palestinien n'est pas en train d'exporter. L'État palestinien n'a pas de sources, n'a pas de sources naturelles qui peut entraîner. Il n'a pas de richesse dans des banques, comme le dit votre invité. Il est en train de vivre avec le peu qu'il a sur ces taxes-là, sur les produits qu'il y a un accord avec les Israéliens et les pays autour. Et il essaye de vivre là-dessus sans vraiment pouvoir aller au-delà de ça. Donc il faut comprendre que la politique israélienne n'est pas servie lorsque le gouvernement palestinien est asphyxié. Elle n'est pas servie du tout. Le processus de paix, moins et moins encore, il n'est pas servi lorsqu'on essaye d'asphyxier le peuple palestinien. C'est-à-dire que, au contraire, les Américains ne sont pas des imbéciles. Et les Européens non plus. Et le monde entier n'est pas les imbéciles. Pas tous, j'aime pas cette façon de parler de patronner le monde en disant voilà, c'est vous qui comprenez tout et tous les autres sont des imbéciles. Non, ça vous plaît pas. Mais vous avez dit vous-même, Amir Badran, vous avez dit vous-même que l'autorité palestinienne n'exporte pas. Vous avez dit que l'autorité palestinienne n'exporte pas. Quand on parle de justice et quand on parle de la paix durable, il faut comprendre que la partie forte qui est dans cette équation et l'État, le gouvernement israélien ne peut pas être une partie et en même temps c'est lui qui condamne et qui juge. Quand le côté palestinien et le côté israélien sont deux parties à un contrat et deux parties à un conflit, ils doivent tous deux faire le mieux pour que ça puisse marcher. Et pour le moment, c'est le gouvernement israélien qui à chaque fois est en train de faire échec
et échec et ne pas faire en sorte que le gouvernement palestinien puisse continuer au-delà pour en arriver quelque part avec ces négociations et pour arriver justement à aboutir avec un accord de paix. Vous l'avez dit tout à l'heure, les accords cités d'Oslo, ce sont des accords intermédiaires. Normalement, au bout de 5 ans, il devait y avoir aboutir à un accord final qui va donner deux pays, chaque pays, un pays pour les Palestiniens et un autre pour le peuple israélien. Et comme ça, on pourra vivre en paix. Le gouvernement israélien n'a pas voulu que ça marche. À chaque fois, on accuse le côté palestinien et avec ça, on arrive. Je comprends que vous n'appréciez pas que j'utilise l'expression prendre les gens pour des imbéciles parce que vous excellez dans cette technique. Lorsque vous dites que l'autorité palestinienne n'exporte pas, alors que les taxes en question, ce sont des taxes à l'exportation, c'est prendre les gens pour des imbéciles. C'est prendre les gens pour des imbéciles. Lorsque vous dites que les accords d'Oslo n'ont pas abouti parce qu'Israël n'a pas voulu à leur aboutissement, c'est prendre les gens pour des imbéciles parce que les faits historiques sont que... Alors, conférence, non, je n'arrêterai pas de dire la vérité. Je n'arrêterai pas de dire la vérité, même si ça vous dérange, parce que la vérité est la vérité. Et lorsque lors des accords de Camp David, en juillet 2000, lorsque il y a encore l'accord de Camp David, le sujet, c'est exactement les faits qui vous dérangent. Les faits. Non, mais parlez du sujet. Je parle du sujet. Le sujet, c'est qu'il y a eu la conférence de Camp David. Il y a eu la conférence de Camp David en juillet 2000. Il y a eu le processus d'Annapolis et l'offre de Olmert en 2007 et en 2008. Toutes les propositions de paix ont été rejetées. 10% de territoire, c'est ça, vous appelez ça des offres. Ont été rejetées par l'autorité palestinienne. Et par conséquent, des frontières de 1967. Il n'y a jamais de frontières de 1967. C'était des armes, c'était des lignes de cessez-le-feu. C'était des lignes de cessez-le-feu temporaires définies comme telles par les accords de Rhodes de 1949. Je sais que ça vous dérange. On arrête là. Je sais que les faits vous dérangent. Je sais que les faits vous dérangent. On arrête là. Mais je continuerai d'en parler. Alors Emmanuel Navon, Amir Badran, on va écouter justement des réactions d'Israéliens dans la rue aujourd'hui face à cette polémique et ce reversement de taxes, propos recueillis par Léa Volbert. Qu'ils construisent quelque chose et qu'ils arrêtent de vouloir tout détruire. Je ne crois pas que l'effondrement de l'autorité palestinienne bénéficie à Israël. Je ne crois pas qu'il faille rendre des territoires, qu'il faille donner et encore donner comme dans tous les précédents accords, sans rien recevoir en contrepartie. Les attentats, le terrorisme se poursuivent et on en est encore à parler de concessions. Si c'est une décision palestinienne, alors elle a moins de conséquences fâcheuses que si c'est Israël qui conduit à ce genre d'affrontement. Il n'y a pas besoin d'autorité palestinienne. Il faut la dissoudre et la réduire en miettes. Voilà donc réaction recueillie tout à l'heure donc à Tel Aviv. Merci Amir Badran, merci Emmanuel Navon. Le dossier israélo-palestinien qui est revenu donc sur le devant de la scène. Il y avait eu quelques semaines où en Israël, à cause des élections et de l'Iran, sans doute on en avait moins parlé, mais là donc bien vous avez constaté que ce n'était plus le cas. Et puis donc on vous rappelle qu'à Jérusalem, on va d'ailleurs se quitter avec des images en direct de Jérusalem où tout à l'heure donc un Israélien a été poignardé, blessé dans un état stable. Sa vie n'est pas en danger par un Palestinien de 18 ans qui lui a été maîtrisé par le maire de Jérusalem et ses gardes du corps qui se trouvaient à proximité. Image spectaculaire qu'on vous a montrée tout à l'heure. Merci messieurs. Dans un instant, la suite du grand direct. On ira en Syrie notamment et puis également en Égypte où le président Al-Sisi vient de s'exprimer à la télévision. A tout de suite. Un Palestinien blesse un Israélien d'un coup de couteau. C'était tout à l'heure à Jérusalem. L'agresseur a été maîtrisé par le maire de Jérusalem, Nir Barkat, et ses gardes du corps qui se trouvaient à proximité au moment de l'attaque. Poursuite des discussions sur le nucléaire iranien à Genève. Kerry a retrouvé Zarif aujourd'hui. Les Iraniens souhaitent un accord global et non pas partiel, et ce, dès avant la fin du délai fixé au 31 mars. Le sondage élection israélienne d'I24 News cette semaine, le Likoud accentue son avance avec 27 sièges contre 23 pour l'Union sioniste qui en perd un. Le centre gagne du terrain, notamment les listes Lapid et Kahlon.
C'est devenu une sorte de rituel à Genève. John Kerry et Awad al-Zarif, son homologue iranien, se rencontrent de nouveau jusqu'à demain pour faire le point sur le dossier du nucléaire iranien. Les Américains ont pourtant dit qu'ils étaient enclins à trouver un accord, mais ils répètent qu'il n'est pas question de céder à la conclusion d'un mauvais accord. De quoi remettre donc les Iraniens face à leurs responsabilités. Léa Volbert. John Kerry le concède, il y a encore du chemin à parcourir avant d'aboutir à un accord final sur le nucléaire iranien. Ce dimanche, le secrétaire d'État américain est arrivé à Genève. Il a rejoint son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Depuis vendredi, le groupe des 5+1 et les représentants iraniens planchent à nouveau sur le dossier particulièrement épineux du nucléaire civil. Un dossier sur la table des négociations depuis plus d'1 an. En jeu, le taux d'enrichissement en uranium qui pourrait, à terme, permettre à Téhéran la fabrication de la bombe atomique. Depuis des mois, le Premier ministre israélien pointe la menace iranienne. Il met en garde la communauté internationale. L'accord qui est en cours d'élaboration entre l'Iran et les grandes puissances est extrêmement dangereux pour Israël. J'irai donc la semaine prochaine aux États-Unis pour expliquer au Congrès américain, qui pourrait influer sur la finalité de l'accord, pourquoi cet accord est dangereux pour Israël, pour la région et pour le monde. Mais l'Iran nie en bloc vouloir détenir l'arme atomique. Son seul but serait d'accéder au nucléaire civil. Conformément à un accord signé en novembre 2013, la moitié du stock d'uranium iranien enrichi à 20% est déjà dilué en uranium enrichi à seulement 5%. Le reste a été converti en oxyde d'uranium. Ernest Moniz, le secrétaire d'État américain à l'énergie, s'est pour la première fois joint aux négociations. Il est venu apporter son analyse technique et éclairer les zones sinueuses d'un prochain accord. Les deux parties s'étaient d'abord entendues sur un calendrier en 2 étapes pour conclure un accord politique avant le 31 mars, puis finaliser les détails techniques avant le 1er juillet. Mais Téhéran réclame désormais un seul texte comprenant à la fois l'aspect politique et les détails techniques. Pour Barack Obama, hors de question de repousser une fois de plus la date butoir, quitte à stopper les pourparlers si les divergences perdurent envers et contre toute tentative d'accord. Voilà, et pendant que se tiennent ces discussions à Genève, nouvelle révélation de l'ex-agent américain Edward Snowden sur la manière dont Américains, Britanniques et Israéliens ont surveillé ensemble le programme nucléaire iranien ces dernières années. Espionnage à grande échelle, Maxime Pérez. Si les Occidentaux privilégient la voie diplomatique avec l'Iran, ils n'ont semble-t-il jamais renoncé à agir dans l'ombre, main dans la main avec Israël. C'est en substance ce que révèle un document secret défense rendu public par l'ancien consultant de la NSA Edward Snowden. Il a été mis en ligne sur le site de son compère, le journaliste américain Glenn Greenwald. Rédigé en avril 2013 par les Américains, ce document confirme ce que beaucoup qualifieront d'évidence. Les agences de renseignement des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'Israël ont des échanges de haut niveau au sujet de l'Iran et des moyens de porter atteinte à son programme nucléaire. Du côté israélien, c'est la célèbre unité 8200 qui est ouvertement citée dans cette nouvelle fuite émanant de Snowden. Rattachée au renseignement militaire de Tsahal, l'unité 8200 est spécialisée dans le décryptage de code et la collecte de signaux électroniques. On lui attribue notamment l'attaque du verre informatique Stuxnet contre les centrifugeuses iraniennes. Précisément, le télégramme de la NSA évoque une autre attaque cybernétique, celle du Virus Flame. En mai 2012, ce logiciel malveillant serait parvenu à infecter près d'1 millier d'ordinateurs iraniens. Le document permet aussi de comprendre que l'Iran est loin d'être inactif sur ce terrain-là. D'après la NSA, plusieurs attaques informatiques visant des institutions financières américaines et saoudiennes ont été directement initiées par la République islamique. En pleine négociation entre l'Iran et les grandes puissances à Genève, ces révélations montrent que les belligérants se livrent à une bataille clandestine sans merci. Une bataille dans laquelle Israël joue un rôle de premier plan. Le président égyptien Al-Sisi s'est exprimé ce soir à la télévision d'État pour évoquer la situation sécuritaire après les raids menés la semaine dernière en Libye et puis le refroidissement tangible des relations entre l'Égypte et certains pays arabes du Golfe. On est en ligne justement avec le spécialiste de l'Égypte, Meir Masri Feki. Bonsoir, vous êtes chercheur à l'université Paris 8 et donc spécialiste de l'Égypte. D'abord, cette proposition ce soir d'Al-Sisi de créer une force militaire arabe pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que c'est réaliste de sa part ?
Oui, je pense que cette proposition arrive au moment où plusieurs pays arabes cherchent aujourd'hui à s'entendre sur la création d'une force de dissuasion arabe en dehors de la Ligue arabe, qui est aujourd'hui en déclin très très visible. Sisi a reçu également une proposition allant dans ce sens de la part du roi jordanien Abdallah. Et il y a également des rumeurs sur des propositions similaires venant des pays arabes du Golfe, à l'exception bien entendu du Qatar, qui fait tout pour empêcher justement la constitution d'un tel bloc à l'heure actuelle. Ça veut dire que l'Égypte est en train de devenir une sorte de pays leader, après être un peu resté dans l'ombre sur ce thème, mais pour lutter contre le djihadisme et l'État islamique? Oui, tout à fait. Comment expliquer justement alors que cette raid menée par les Égyptiens ait été si mal perçue par certains pays arabes? Ça a été mal perçu par le Qatar uniquement et par un certain nombre de partis politiques de tendance islamiste. Mais ça a été extrêmement bien accueilli par l'ensemble de l'opinion publique. D'abord en Égypte, ça a été très très bien perçu. Il faut savoir que quand même le pouvoir égyptien subit des pressions extraordinaires de la part de l'ensemble de la classe politique égyptienne et de la part de l'armée pour intervenir dans le conflit libyen, alors que la présidence Sisi a tout fait justement pour essayer de retarder, mais c'était tout à fait inéluctable. Sisi a démontré que les sites attaqués c'était bien des sites militaires et non pas des sites civils. Il a expliqué d'une façon extrêmement claire qu'il n'y avait aucune intention de frapper des sites civils et que plusieurs opérations d'envergure qui étaient susceptibles d'atteindre des capacités islamistes d'une grande importance ont été mis en quarantaine justement pour ne pas atteindre un nombre important de civils. Merci beaucoup, Meir Masri Feki. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste de l'Égypte et vous étiez donc en direct de Paris pour cette intervention du président Al-Sisi. Cette opération éclair à présent menée par l'armée turque en territoire syrien la nuit dernière. Extraction d'un mausolée turc, dépouille d'un célèbre personnage, car le site était menacé par les djihadistes de l'État islamique. Julia Ganancia. Vaste opération militaire turque en Syrie. Une quarantaine de chars protégés par l'aviation et des drones. Au total, 572 soldats entrent par le poste frontière tout proche de la ville de Kobané. Direction le tombeau de Süleyman Shah, le grand-père d'Osman Ier, fondateur de l'Empire ottoman, à 30 km au sud-ouest. Vu la détérioration de la situation dans cette zone tenue par l'État islamique, les 40 soldats qui gardaient le tombeau dans cette enclave turque étaient en danger. La décision de cette mission a été prise en Ankara dans le cadre de l'état de droit et d'une motion parlementaire. Nous n'avons pas demandé de permission ni l'assistance de personne. Les reliques du dignitaire turc ont été rapatriées temporairement en Turquie pour être inhumées ultérieurement en Syrie. Le Premier ministre turc s'est félicité du bon déroulement de l'opération militaire, même si un soldat turc a perdu la vie lors d'un accident au moment de l'incursion. Pour Damas, cette opération turque en Syrie est une agression flagrante. La Turquie ne se contente pas de fournir tout type de soutien aux bandes de l'État islamique, du Front al-Nosra et d'autres groupes terroristes liés à Al-Qaïda, mais a également mené une agression flagrante sur le territoire syrien. Les relations entre la Turquie et le régime du président Bachar al-Assad, son ex-allié, sont rompues depuis l'éclatement de la guerre civile dans ce pays en 2011 et accueillent sur son sol près de 2 millions de réfugiés qui ont fui les combats. Alors, éclairage sur cette opération turque avec Ali Waken. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Ali, vous êtes donc notre spécialiste pour ce qui touche aux pays arabes et musulmans. La Turquie a souvent été accusée de jouer un rôle ambigu dans ce conflit syrien, notamment vis-à-vis des djihadistes. Qu'est-ce que ça signifie d'aller justement faire cette opération? Cette opération reflète exactement ce rôle ambigu, ce double rôle de la Turquie, pouvoir entrer dans une enclave qui était encerclée, qui était ensiégée par les djihadistes sans pour autant entendre qu'il y avait une balle tirée de la part de l'État islamique envers les forces turques, signifie qu'avant que cette opération ne commence, il y avait un dialogue entamé entre la Turquie et l'État islamique. Il y avait des arrangements sécuritaires qui devaient permettre ces chars turcs rentrer pour rapatrier les soldats
l'État turc et le corps de Salman Shah, ce qui signifie que la Turquie a de très bonnes relations avec la Front al-Nusra et avec l'État islamique. Mais il y avait aussi le timing n'est pas un hasard. Il vient exactement au moment où il y a un certain progrès de la part des forces du régime de Bachar Assad dans la région du Golan et dans la région de la ville de Alep. Donc la Turquie a voulu envoyer un message aussi à ses alliés des islamistes et des djihadistes que le jeu n'est pas encore perdu et qu'il peut y avoir une intervention turque sur le sol syrien. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a que Damas qui a protesté aujourd'hui, donc c'est clairement une nouvelle opposition entre Damas et Ankara. Je pense que ce n'était que Damas qui n'a protesté parce que c'est une enclave qui, selon les accords internationaux, c'est une enclave fait partie du territoire turc, malgré le fait que géographiquement elle se trouve sur le sol syrien. C'est une enclave turque sur le sol syrien, mais la façon dont l'opération de rapatrier les soldats turcs a été faite, le timing, la coopération stricte avec les djihadistes ne laisse pas trop de place à l'analyse et au rôle de la Turquie. À mon avis, si on n'a pas vu les progrès de l'armée syrienne au cours de ces quelques semaines dernières, cette opération n'aurait pas eu lieu, même avec ce que présentent les Turcs comme un danger concernant le tombeau de Salman Shah. Merci Ali Waked. L'Ukraine à présent et un accord enfin trouvé pour le retrait des armes lourdes, comme le demande l'autre accord, celui qui a été signé à Minsk il y a quelques jours. Mais au moment où les Ukrainiens célèbrent les 1 an de la contestation de Kiev, place Maïdan, eh bien un obus est tombé sur un marché de Kharkov et a fait 2 morts et plusieurs blessés aujourd'hui. Leslie Rezoug. Des centaines de drapeaux et un seul slogan, l'Ukraine, c'est l'Europe. 1 an, jour pour jour, après le massacre de la place Maïdan, ils sont des milliers à affluer. Le président Porochenko en tête, dirigeants étrangers, membres du gouvernement ou simples citoyens sont venus réaffirmer leur engagement pour lutter contre l'influence de la Russie qui s'étend dans l'Est. Dans la neige, des photos alignées rendent hommage aux Ukrainiens tués lors de ces affrontements. 1 an est déjà passé depuis cette tragédie. Nous avons appris à vivre sans père, sans mari. On dirait que tout cela a eu lieu hier. Je me souviens de tout, de chaque geste, de chaque phrase. C'est difficile, mais la vie continue. Nous avons des enfants, nous devons vivre. Nous devons nous battre. Des combats qui se poursuivent toujours dans le Donbass. 2 personnes ont été tuées et plus de 10 autres blessées lors d'une marche patriotique à Kharkov, à la frontière avec la Russie. Mais malgré cette nouvelle flambée de violence, certaines mesures essentielles négociées lors de la rencontre entre Russes et Ukrainiens à Minsk le 12 février dernier se concrétisent. Le retrait des armes lourdes tout d'abord. Ce dimanche, des tanks et des véhicules blindés aux couleurs de l'Ukraine quittent la région de Debaltseve. À terme, une zone tampon d'une profondeur de 50 à 140 km devrait séparer l'armée ukrainienne des groupes armés acquis à Moscou. Autre symbole, l'annonce du plus important échange de prisonniers de guerre depuis le début de l'année. Samedi soir, dans un village situé sur la ligne de front, des centaines d'hommes, souvent blessés, ont rejoint leur camp. Du côté de la République populaire de Donetsk, nous avons remis 36 personnes et en retour, ils nous ont rendu 36 personnes. En ce qui concerne la République de Lugansk, ils ont remis plus de 130 personnes. 130 militaires ukrainiens ont été échangés contre 6 combattants de la République de Lugansk. En tout, les accords de Minsk II prévoient qu'Ukrainiens et rebelles libèrent tous les prisonniers et les otages retenus depuis le début du conflit. Reste désormais à savoir si les 2 parties comptent continuer à respecter l'agenda mis au point à Minsk, une rencontre qualifiée de négociation de la dernière chance par tous les observateurs. À l'heure où l'Europe s'interroge sur la manière dont elle doit appréhender l'islam, 2 images contrastées ressortent ce week-end. Une foule rassemblée pour les funérailles du terroriste auteur des attentats de Copenhague. Et puis à Oslo, en Norvège, une chaîne symbolique formée devant la synagogue par des musulmans pour protéger les juifs durant la prière du Shabbat. Maël Benoliel. Les musulmans de Norvège tendent la main à la communauté juive. Une semaine après les attentats contre une synagogue et un centre culturel, une chaîne humaine s'est formée hier autour de la synagogue d'Oslo. Une protection symbolique à mettre à l'initiative de la communauté musulmane de la capitale norvégienne.
Ils étaient plus de 1000 à avoir fait le déplacement en signe de solidarité avec la communauté juive visée le week-end dernier à Copenhague. C'est l'attaque au Danemark qui a déclenché tout ça. Nous les jeunes, nous nous opposons à tous ces préjugés contre les juifs, mais aussi contre les musulmans. C'est un problème que nous rencontrons tous les jours et qui dure depuis trop longtemps. Je suis ici pour soutenir la foi interreligieuse entre juifs et musulmans, montrer à tous que nous nous entendons, que nous vivons dans la paix et que être humain, c'est ça, s'entendre et être en paix avec l'autre. Cette initiative est un véritable motif d'espoir dans cette période trouble. C'est très important que nous, les jeunes, nous soyons derrière cette initiative, parce que nous sommes l'avenir et que nous devons prendre position et montrer au monde comment nous voulons que les choses soient. Une image forte qui vient contraster avec celle des funérailles d'Omar El-Hussein, l'auteur des attentats de Copenhague. Le terroriste a été enterré ce vendredi dans un cimetière musulman du sud de la capitale danoise, en présence de plus de 500 personnes venues lui rendre un dernier hommage. Sa tombe devrait rester anonyme. Avant la mise en terre, une commémoration en mémoire d'El-Hussein a même été célébrée à la mosquée, à la suite de la prière du vendredi. Pour rappel, Omar El-Hussein a mené 2 attaques meurtrières le week-end dernier, tuant en tout 2 personnes et faisant 5 blessés. Alors on va justement en lien avec ces attentats de Copenhague et la lutte globale que les pays occidentaux entendent mener contre le djihadisme. Évoquer avec vous, Rudy Saada, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Une visite étonnante, celle que vient d'effectuer le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve dans la Silicon Valley. Il n'est pas question pour lui de faire de la prospection commerciale, mais de parler de lutte contre le djihadisme sur Internet. Oui, il a rencontré les 4 géants du web. Il a dit lui-même entre 85 et 90% des radicalisations se font via Internet, d'où l'importance de cette visite qui a fait donc de la lutte contre le djihadisme sa priorité. L'importance d'aller à la rencontre des géants du web, c'est-à-dire dans la Silicon Valley en Californie. Il a rencontré des responsables de Google, de Facebook, d'Apple et de Twitter. Le message qu'il est venu porter est clair, la lutte contre le djihadisme en ligne passe aussi par la responsabilité des géants du net et par leur coopération. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'il faut expliquer, c'est que le net, la surveillance du net est assurée par les internautes eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous voyez un contenu illicite sur Internet, vous êtes encouragé à le signaler et à le faire enlever. C'est pour l'instant le système de contrôle le plus répandu. Alors ce qui a changé depuis quelques mois, c'est que à l'époque, ces signalements, ils étaient traités en plusieurs mois. Désormais, c'est en 15 minutes qu'on peut faire retirer un commentaire. Mais pour le ministre, ce n'est pas assez. Il demande un effort supplémentaire, celui de contrôler en amont les contenus. On l'écoute. Je leur ai fait part de contenus qui étaient encore présents sur le web et qui pouvaient poser problème. Je l'ai dit à Facebook, à Google, à Twitter, en disant que je comprenais parfaitement que l'autorégulation ne puisse pas à elle seule évacuer des contenus posant problème et qu'il fallait que nous-mêmes nous jouions notre rôle d'alerte. Et c'est en cela que la responsabilité était partagée. Et lorsque je leur ai signalé que nous devions approfondir ce travail, j'ai reçu de leur part un accueil favorable. Voilà donc Bernard Cazeneuve et la France qui entendent donc jouer un rôle pionnier, on va dire, dans ce créneau de lutter contre le djihadisme. Oui, avant même les attentats de Charlie Hebdo en janvier, le ministre avait souligné l'importance du net pour lutter contre cette vague djihadiste en Europe. La loi Cazeneuve de novembre 2014 avait déjà durci les sanctions, avait par exemple durci les sanctions pour apologie du terrorisme en ligne, qui était plus grave de le faire sur Internet que sur un lieu public. Et donc Paris se veut donc en pointe dans la lutte anti-djihadiste et elle a posé les bases d'une grande réunion qui aura lieu dans quelques mois à Paris. On écoute encore le ministre. J'ai invité l'ensemble des opérateurs à venir à Paris au mois d'avril pour une autre réunion qui permettra de faire le point des engagements que nous avons pris aujourd'hui et qui permettra surtout de leur adresser des demandes plus précises encore et d'arrêter avec eux un code de bonne conduite qui présidera durablement à la relation de confiance que nous souhaitons instaurer avec eux pour lutter contre le terrorisme.
Voilà, rendez-vous donc Rudy au mois d'avril pour cette réunion importante. Merci Rudy Saada, spécialiste donc des réseaux sociaux sur i24 News. Un nouvel attentat suicide dans le nord du Nigeria perpétré par une fillette. Aujourd'hui, elle s'est fait exploser, tuant au moins 5 personnes au moment où les pays africains ont pris conscience de la menace que représente ce groupe islamiste Boko Haram pour toute la région. Le ministre français Laurent Fabius a d'ailleurs appuyé l'idée d'une force africaine pour lutter contre Boko Haram. Julia Ganancien. Tournée diplomatique en Afrique centrale pour Laurent Fabius. Malgré l'engagement militaire conjoint des pays du bassin du lac Tchad depuis quelques semaines, les assauts meurtriers de Boko Haram ne faiblissent pas dans la région. La visite du ministre français des Affaires étrangères est l'occasion d'appeler à un soutien international plus large qui devra être approuvé par l'Union africaine puis le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France est un membre permanent. Nous, France, qui sommes membres permanents du Conseil de sécurité, nous allons travailler avec nos amis tchadiens, nos amis camerounais, nos amis nigériens, nos amis nigérians, pour faire approuver cette force. Ce qui aura pour effet de lui donner une grande légitimité internationale et aussi, nous l'espérons, d'alléger le fardeau financier. Paris apporte déjà un soutien tactique à travers un rôle de coordination entre les pays et une aide en matière de renseignement. Ces avions survolent régulièrement les frontières du Nigeria et quelques militaires sont déployés au sol. Mais pour le chef de la diplomatie française, il n'est toutefois pas question de s'investir directement dans le conflit pour le moment. Le Nigeria et ses voisins, Tchad, Niger, Cameroun et Bénin, se sont mis d'accord début février pour mobiliser 8700 hommes dans une force multinationale de lutte contre Boko Haram. Plusieurs milliers de leurs soldats, à l'exception du Bénin, sont déjà déployés sur le terrain de part et d'autre du lac Tchad. Les chefs d'État d'Afrique centrale se sont engagés à débloquer une aide d'urgence de quelques 75 millions d'euros pour financer le déploiement de cette force, mais ces fonds ne suffiront pas. Nous avons des relations, vous le savez, cordiale avec les autorités du Nigeria, mais nous n'avons pas manqué de dire à plusieurs reprises aux autorités du Nigeria que, évidemment, la lutte contre Boko Haram, qui se trouve sur leur territoire, commence par l'action des autorités du Nigeria. Partie du Nigeria en 2009, l'insurrection s'est étendue récemment aux pays voisins. Les islamistes ont attaqué pour la première fois le Tchad et le Niger sur leur propre territoire à une semaine d'intervalle, le 6 et 13 février. Depuis 2009, l'insurrection de Boko Haram et sa répression par les forces nigérianes ont fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés. Le président nigérien Goodluck Jonathan admet avoir sous-estimé le groupe islamiste. On va parler cinéma à présent avec la cérémonie la plus attendue de l'année, celle des Oscars à Hollywood. C'est pour ce soir, cette nuit. On va accueillir d'abord Laetitia Lorény. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Merci d'être là. On va voir des images d'ailleurs en direct d'Hollywood qui vous montrent bien les tout derniers préparatifs. Là, c'est même plus des préparatifs, c'est l'attente. Vous voyez qu'il y a déjà du monde évidemment pour pouvoir passer les stars. Alors, un peu d'histoire d'abord avec vous, Laetitia. Les Oscars, d'ailleurs, déjà pourquoi ce nom? Alors, les Oscars, c'est un prénom qui viendrait visiblement en fait de l'une des employées de l'atelier qui crée ces petites statuettes, l'atelier R.S. Owens qui se trouve à Chicago et qui s'est écrié en voyant la première statuette qui a été modelée: oh, on dirait mon oncle Oscar. Donc voilà, ça c'est la version qui a été finalement acceptée comme officielle. Il y en a eu beaucoup d'autres plus officieuses. La première cérémonie des Oscars s'est déroulée le 16 mai 1929. Elle n'était pas diffusée à la télévision, ni à la radio, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Elle durait juste 15 minutes. Et après ça, en fait, le directeur, le grand patron de la MGM, Louis B. Mayer, s'est dit il faudrait peut-être la mettre à la télévision et présenter cette statuette comme un symbole visuel de la cérémonie. Voilà, et cette statuette qui est omniprésente, on l'a vu sur les images du direct, d'ailleurs, qui faisait pas très beau aussi à Hollywood. Mais donc, statuette mythique, statuette en or, vraiment, massif. Il y a de l'or, elle est constituée de britannium, qui n'est pas un mélange de britannique et d'uranium, mais qui est un alliage d'étain, d'antimoine et de cuivre. Et c'est plaqué d'or, de l'or à 24 carats. Ça représente un chevalier sur un socle, debout sur une bobine de film, qui tient une épée dans ses mains gantées. Et c'est Cédric Gibbons, qui était le directeur artistique de la MGM en 1928, qui a dessiné les premiers dessins de cette statuette. Elle coûte $900 à la confection, donc c'est à peu près 800 €. Et afin d'éviter le marché noir et le troc, on n'a pas ceux qui la reçoivent signent un engagement, ça s'appelle le Winners Agreement. C'est donc l'accord du
gagnant qui s'engage à ne pas revendre son prix sans l'avoir préalablement proposé contre un dollar symbolique à la passe. Alors, on sait que les Américains aiment bien se regarder le nombril. Est-ce que c'est vraiment que pour les Américains, les Oscars? Alors, il y a beaucoup de films étrangers. Il y a d'ailleurs une catégorie du film étranger qui existe depuis, pas depuis le départ, qui existe que depuis quelques années. Il n'y a que 2 longs métrages qui ont été récompensés par l'Oscar du meilleur film, dont le financement n'était pas essentiellement anglo-saxon. C'était la coproduction internationale Le Dernier Empereur en 1988, quand je suis née, qui engageait la France, la Chine, l'Italie, le Royaume-Uni, et le long métrage français The Artist, qui a été couronné du meilleur film, et aussi bien évidemment Jean Dujardin, meilleur acteur, et aussi bien évidemment la musique. Et officieusement, les Oscars ont aussi permis de définir des fourchettes salariales pour chaque corps des métiers. Alors, il y a évidemment cette année une compétition ouverte. Qu'est-ce qu'on voit arriver ce soir? Allez, vous voulez que je vous dise, que je vous prévois l'avenir? Les vôtres, vos pronostics? Enfin, ce qui est vrai, c'est qu'on parle beaucoup de Birdman et Boyhood pour les films. Birdman de Alejandro González Iñárritu et Boyhood de Richard Linklater. C'est vraiment les deux favoris, on va dire. Après, pour l'Oscar du meilleur acteur, on espère que ça va arriver dans les mains de Michael Keaton, qui le mérite véritablement pour son rôle dans Birdman, mais il reviendra certainement dans les mains d'Eddie Redmayne. Pour ce qui est des actrices, il n'y a pas vraiment de surprise, même si Marion Cotillard, ça serait quand même sympa de la voir recevoir son 2e Oscar en tant que meilleure comédienne. C'est certainement Julianne Moore qui l'emportera pour Still Alice. Bon, et on vous retrouve tout à l'heure pour une émission spéciale, oui. Laetitia Loreni, merci à vous. Donc juste après le grand direct, et donc la nuit prochaine évidemment, les Oscars. Un mot de Formule 1 avant de terminer. Une grosse frayeur pour le champion du monde, l'Espagnol Fernando Alonso, aujourd'hui, alors qu'il participait à des essais privés sur le circuit de Barcelone avec sa McLaren. Eh bien, il a été victime d'une violente sortie de piste, commotionné, méconscient. Il a dû être évacué par hélicoptère, mais son écurie indique ce soir qu'il ne souffre que de blessures légères. En tout cas, pas d'inquiétude donc pour sa vie, donc, mais quand même une grosse frayeur pour Fernando Alonso. Voilà, on va se retrouver dans un instant pour notre page spéciale élection israélienne. On vous détaillera le sondage hebdomadaire que vous propose i24 News jusqu'au 17 mars, et vous verrez que cette semaine, eh bien, le Likoud creuse un peu son avance sur l'union sioniste de Livni et Herzog, avec donc désormais 4 sièges selon donc les estimations de ce sondage. Le centre gagne également du terrain, et puis les petits partis, eh bien, eux en perdent en revanche. On va parler de tout cela dans un instant, restez avec nous.